Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors bienvenue pour cette 3e édition des Amis de l'Académie. On a de nouveau invité Willy le Fringineer pour venir nous parler de son. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait, on a un petit peu testé. Si vous trouvez cool, vous allez sur sa chaîne vous abonner. Si vous trouvez ça cool que nous on trouve des gens qui complètent un petit peu ce qu'on peut vous proposer, vous mettez ça en commentaire. Et alors aujourd'hui on va parler de Haas. Donc comme dans Haas Baby. Ou rien à voir en fait. Vas-y, explique-nous parce que je crois que je suis à côté de la plaque. Donc non, en effet, il ne s'agit pas de ce magnifique tube, mais de l'effet Haas, qui est un effet psychoacoustique. Et Willy va nous expliquer la psychoacoustique parce que, en fait, toi et moi, et Gérald et tout le monde, nous vivons dans un monde complètement inventé par notre cerveau, à base d'informations brutes qu'on entend autour de nous. Et Willy vous explique exactement ce qui se passe dans notre cerveau, comment utiliser ça en mix et pourquoi est-ce que tout ça est important. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Si je te disais que les carreaux A et B sur le damier sont exactement de la même couleur, tu me dis que c'est vrai ou que c'est pas vrai? Ah ben voilà, c'est vrai. Et là, tu es le témoin direct de ton cerveau qui modifie ta réalité en temps réel. Ouais, tu mènes à l'enregistre, s'il te plaît? Eh oui, la réalité et ce qu'on perçoit comme tel sont en fait deux choses bien différentes. Ici, c'est le contexte qui fait illusion. Clairement, notre cerveau nous raconte des histoires. C'est vrai en ce qui concerne la vision, mais aussi l'audition. Tout l'art du mixage consiste à tirer parti de cet état de fait, d'où l'importance de connaître les mécanismes de la perception auditive, notamment en ce qui concerne la localisation dans l'espace. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler de l'effet Haas et de psychoacoustique, le temps d'un café. Pour localiser la provenance de sons dans l'espace, notre cerveau utilise plusieurs outils dont l'écoute binaurale, c'est-à-dire qu'il se base sur des différences de sensations entre les deux oreilles. Sur un plan horizontal, un son émis par une source située à ta droite sera d'abord perçu par ton oreille droite, puis par ton oreille gauche avec un décalage temporel. Cette différence de quelques centaines de microsecondes entre l'arrivée de l'onde sonore à chaque oreille est appelée différence de temps interoral ou ITD. Elle est proportionnelle à la taille de la tête et varie selon la position de la source dans l'espace. Chez les humains, pour une distance moyenne de 23 cm entre les deux oreilles et pour une source localisée à 90 ou 270 degrés, la différence de temps interoral est d'environ 700 microsecondes, alors que pour une localisation à 0 ou 180 degrés, celle-ci sera nulle. À partir de 1500 Hz, les informations délivrées par l'ITD deviennent ambiguës et notre cerveau se réfère plutôt à des différences d'intensité qu'on nomme ILD pour Interoral Level Difference. Une source plus proche de ton oreille droite sera perçue comme plus forte à droite qu'à gauche, d'où une localisation à droite. De plus, pour des ondes dont les fréquences sont supérieures à 1500 Hz, les longueurs d'onde sont inférieures à la taille de la tête. Celle-ci devient donc un obstacle et produit un effet d'ombre, ce qui crée des différences de timbre qui sont autant d'indices pour la localisation de la source sonore. Donc, pour récapituler, notre perception des sons sur un plan horizontal se fait à l'aide de différences de sensations entre nos deux oreilles, des différences de temps d'arrivée pour les sons graves et des différences de niveau sonore pour les sons aigus avec une zone de transition ambiguë entre 800 et 1500 Hz où ITD et ILD sont utilisés en tandem. Jusqu'ici, notre perception s'accorde plutôt bien avec la réalité physique des propriétés des ondes acoustiques. Tout se complique dès lors qu'on se trouve dans une pièce ou proche de surfaces susceptibles de provoquer des réflexions. C'est là que notre cerveau commence à créer son propre récit. Même si ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, il fut un temps où il était primordial de pouvoir localiser le grondement d'un prédateur, sans quoi c'en était fini de nous. Imagine-toi seul dans une grotte sombre avec un tigre aux dents de sabre qui rugit quelque part dans un coin. L'onde sonore qui provient du tigre se propage dans l'air en ligne droite et arrive directement à ton oreille droite. Mais cette onde continue aussi son trajet et réfléchit une première fois par une des parois de la grotte et arrive à ton oreille gauche avec quasiment la même intensité, mais un retard de quelques millisecondes. Tu es dans le noir, donc comment être sûr de la localisation du tigre, qu'il n'y a qu'un tigre et non deux, voire plus, de quel côté fuir pour ne pas être dévoré? Eh bien, la nature et des millions d'années d'évolution ont fait leur travail. Le cerveau supprime le son réfléchi qui arrive en retard à ton oreille gauche. Le son existe bel et bien, mais tu ne l'entendras pas ou du moins tu ne le percevras pas comme un deuxième son distinct du premier, ce qui est pourtant le cas.
On appelle cela l'effet de précédence, plus connu comme l'effet Haas, et c'est ce qui nous permet de pouvoir localiser une source sonore dans un environnement réverbérant. Pour un décalage compris entre 1 et 30 millisecondes entre le son direct et le son réfléchi, seul le son direct sera perçu, et ce, même si le son réfléchi se trouve être d'une intensité supérieure de 10 dB au son direct. De plus, la localisation sera déterminée par le son perçu en premier. Au-delà de 30 millisecondes, un seuil est franchi et le son réfléchi sera perçu comme un écho. Il ne faut pas confondre l'ITD et l'effet Haas. En effet, si le premier concerne la localisation d'une seule source grâce à l'écoute binaurale, l'effet Haas est un phénomène qui se produit dans un champ sonore réel et qui concerne deux sources corrélées mais distinctes. Donc typiquement un son direct et ses réflexions primaires. Si les propriétés du champ sonore ne sont pas trop réflectives, le son direct et le son secondaire ne sont pas perçus séparément, mais le son primaire nous donne la localisation de la source et le son secondaire nous informe sur le volume de l'espace dans lequel on se trouve. On est bien dans un monde illusoire créé par notre cerveau, c'est le domaine de la psychoacoustique. De la même manière qu'avec l'illusion du damier en tout début d'épisode, on peut se jouer de nos sens et altérer notre perception par des tours de passe-passe. C'est ce qu'on fait constamment en reproduction stéréophonique afin de recréer des espaces virtuels en 3 dimensions avec seulement 2 sources sonores véritables, gauche et droite de tes enceintes ou de ton casque. J'en profite pour faire une aparté. Si tu écoutes cet épisode sur ton téléphone, mets tes écouteurs. Si tu es dans ton home studio, branche tes enceintes. Parce qu'il est temps de tester la théorie en pratique. Et pour cela, il faut absolument que tu puisses entendre la suite de l'épisode en stéréo. N'hésite pas à donner un pouce et à t'abonner. Cela m'aidera à gagner en visibilité. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Alors la stéréo est basée sur cette illusion qu'on appelle le centre fantôme. Lorsque les canaux gauche et droite ont la même intensité, le son nous paraît venir d'un point central entre les deux enceintes. On ne remarque même plus cette illusion tellement elle nous paraît naturelle. Quand j'utilise le pan, je recrée les conditions de l'ILD en jouant sur des différences de niveau sonore entre les deux canaux, gauche et droite. On peut aussi spatialiser en filtrant un des deux canaux stéréo, ce qui a pour effet de nous donner une sensation similaire à celle engendrée par l'ILD et l'effet d'ombre de la tête. Donc tu vois, plus je filtre et plus la localisation se fait avec le canal opposé non filtré. L'effet Haas est particulièrement remarquable avec des sons courts et dont les attaques sont marquées. On a ici 2 signaux qui restent en phase, même si je crée un décalage temporel entre les deux. On entend bien que la localisation se fait grâce au son primaire, et ce, uniquement grâce aux différences de temps d'arrivée aux 2 oreilles. À 10 millisecondes, on perçoit déjà le son secondaire comme un écho. Ici, on a 2 signaux continus, donc ce sont uniquement des différences de phase qui sont perçues. On sent un effet de largeur, mais la localisation est ambiguë. Là, on est totalement en opposition de phase. Par contre, il n'y a aucune différence entre pas de décalage et 5 ou 10 millisecondes de décalage tant que les 2 signaux sont en phase. Alors on utilise beaucoup les différences de phase pour élargir la stéréo, mais attention à la monocompatibilité parce que vous allez voir ce qui se passe quand je réduis la stéréo à du mono. Et oui, annulation totale puisqu'on est en opposition de phase. Donc attention aux effets du filtrage en peigne. Si tu as besoin d'en savoir plus sur les effets du déphasage, je te laisse un lien vers un épisode qui y est plus largement consacré dans la description de la vidéo.
Alors on va juste écouter les effets du filtrage en peigne sur une forme d'onde complexe. Il va sans dire qu'il faut utiliser l'effet As avec parcimonie et en connaissance de cause. Bon ben pour terminer cet épisode, on va comparer ces divers concepts dans un cadre un peu plus musical pour essayer d'en comprendre l'utilité en mix. Allez, ben j'ai fini mon café, moi je dois filer là. J'espère que mes explications t'ont éclairé. On se retrouve même heure, même endroit. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Allez, salut.